Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, Napoléon Hill et sa philosophie du succès. On va s'appuyer sur ses textes, surtout la philosophie du succès, pour essayer de décortiquer un peu tout ça. Il disait avoir condensé les secrets de plus de 500 grands noms de son époque. C'est quand même un sacré boulot, hein. L'idée, c'est de voir ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est vraiment d'analyser ces principes qu'il considérait comme fondamentaux pour réussir, en se basant directement sur ses écrits. Pas seulement comprendre la théorie, mais voir comment ça s'applique concrètement. C'est une vraie architecture de pensée qu'il nous livre. C'est ça. Aller au-delà du mythe, comprendre la mécanique. Bon, alors, on commence par où? Le point de départ absolu pour lui, c'est l'objectif, non? Exactement. L'objectif majeur, clair et net. C'est comme ça qu'il l'appelle. Faut savoir précisément ce qu'on veut. Pas de flou. C'est vraiment la fondation de tout son système. Il insiste beaucoup là-dessus, hein, avoir un plan, même un plan imparfait, et surtout passer à l'action. Il raconte même ses propres doutes au début, quand Carnegie lui a confié cette mission. Ah oui, Oui, il se sentait pas à la hauteur, pas assez éduqué, pas assez riche, pas assez influent, enfin tout ça quoi. Mais il dit qu'une voix intérieure l'a poussé à l'accepter quand même. c'est intéressant parce que l'effet psychologique qu'il recherche avec cet objectif clair, c'est justement comment dire, de balayer ses limitations. La peur, le doute, le découragement, l'indécision. La procrastination aussi, j'imagine. Carrément. L'idée, c'est que l'esprit, en se focalisant, devient positif. Et il dit même, un esprit positif et un esprit négatif, ça peut pas coexister en même temps. Faut choisir son camp en quelque sorte. D'accord. Donc, définir l'objectif avec précision, c'est crucial, et fixer un délai aussi. Pas juste « je veux être riche ». Non, c'est « je veux atteindre X somme d'ici Y année ». Et il ajoute un truc important, définir ce qu'on est prêt à donner en échange. Exactement. Ça, c'est fondamental chez Hill. Il faut être prêt à donner avant de recevoir. Donner de son temps, de son énergie, de ses compétences. C'est une sorte de transaction, oui. Faut investir d'abord. Bon, objectif clair, plan, action, contrepartie, ok. Et ensuite, il y a ce concept de la foi. Alors là, c'est un peu plus abstrait, non? Il dit que ce n'est pas juste de l'espoir. Non, c'est plus fort que ça. Il l'a décrit comme un état d'esprit où on se voit déjà avec l'objectif atteint, avant même que ce soit réel. C'est sa quatrième prémisse. Se voir déjà. C'est puissant comme idée. Mais comment on fait ça concrètement? C'est un levier psychologique majeur dans son système. Pour Hill, seule cette foi très active, cette conviction absolue, peut vraiment mobiliser le subconscient. Mais attention, Oui, il prévient tout de suite. La foi sans acte ne sert à rien. C'est pas de la pensée magique, quoi. Comprendre le principe, c'est bien, mais il faut l'appliquer. L'intégrer dans ses habitudes, dans ses actions quotidiennes. C'est une foi qui agit. il cite son associé là, W. Clement Stone. Oui, W. Clement Stone. Pour Hill, il était l'incarnation parfaite de cette foi. Une confiance absolue en sa capacité à créer les circonstances voulues, sans jamais douter. Une vraie source d'énergie, dit il. C'est ça. Et cette foi, elle sert aussi de bouclier contre la négativité, qu'elle vienne de soi ou des autres. Il est catégorique. Une seule once de négativité peut anéantir la puissance d'un plan, d'une prière même. Donc il faut du courage, de la détermination et cette foi active. Voilà, c'est un mélange des trois. Ce n'est pas juste croire passivement, c'est une vraie discipline mentale pour tenir le cap. Et ça nous amène au subconscient. Un autre gros morceau. Il dit que le subconscient semble être la seule porte vers l'intelligence infinie. C'est la 6e prémisse. C'est par là que la foi agirait. Cette intelligence infinie, c'est quoi exactement pour lui? Dieu. Pas forcément une divinité au sens religieux classique, plutôt une sorte d'océan universel, de savoir, de créativité, de solutions, auquel notre subconscient pourrait nous connecter. Le subconscient serait l'intermédiaire, en fait. D'accord. Un intermédiaire entre notre esprit conscient et cette source immense. C'est ça. Et cet intermédiaire, il serait influençable, surtout par la foi, dont on parlait, et par la répétition. Répéter une idée, un objectif, avec conviction. Il y a une métaphore pour ça, non, sur l'esprit conscient. Oui, il dit que l'esprit conscient est un peu comme un gardien jaloux. Il filtre tout. Mais si on insiste, si on répète, on peut le fatiguer, ce gardien. Et l'idée finit par passer au subconscient, qui lui ne juge pas, il agit.
il y a cette anecdote célèbre sur comment il a trouvé le titre Réfléchissez et devenez riche. C'est assez fou, non? Ah oui, racontez? Le titre initial lui plaisait pas. Et une nuit, il s'est mis à répéter, à parler à son subconscient. Il exigeait un titre en or avant le lendemain matin. Avec une telle intensité, il a même réveillé son voisin du dessus. Carrément. Et vers 2 heures du mat, paf, le titre lui est venu, comme une révélation. C'est une super illustration de sa croyance, oui. On peut activement programmer son subconscient pour obtenir des résultats. Il parle d'atteindre un moment psychologique, un point de bascule où la foi prend le dessus sur le doute. C'est de l'autosuggestion, mais très dirigé. Et il va encore plus loin. Sa 7e prémisse. Le cerveau comme une station émettrice et réceptrice pour les vibrations de la pensée. Un peu comme une radio, quoi. Exactement. C'est sa façon d'expliquer comment l'objectif et la foi pourraient marcher. Selon lui, un cerveau qui est focalisé sur un but, qui vibre positivement, il attirerait comme un aimant les circonstances, les gens, les ressources nécessaires. Il croyait même qu'on pouvait régler son cerveau pour capter que le positif, hein. C'est l'idée, oui. Se brancher sur la bonne fréquence, en quelque sorte, pour n'attirer que les vibrations qui correspondent à nos désirs. Il raconte même une expérience de télépathie, non? Dans Central Park. Oui, c'est assez surprenant. Il dit avoir reçu mentalement un message de sa femme, lui demandant d'aller à une réunion chez CBS. Il y est allé direct sur cette intuition. Et il est arrivé pile à l'heure. C'est ce qu'il affirme. Aussi précis qu'une lettre, dit-il. Bon, évidemment, ce genre d'affirmation sur la télépathie, ça peut faire sourire. Ou laisser sceptique. C'est clair. Mais dans la logique de Hill, ça renforce son idée maîtresse. L'esprit a un pouvoir énorme. Et il faut absolument le maîtriser, le diriger vers du constructif, vers nos buts. Qu'on adhère ou pas au mécanisme des vibrations, l'importance de la discipline mentale, elle, reste. Passons à un autre concept très connu de Hill, le mastermind. C'est pas juste du travail en équipe, c'est plus que ça, hein. Ah oui, c'est bien plus spécifique. Il le définit comme une alliance. 2 esprits, ou plus, qui travaillent ensemble en parfaite harmonie, pour un but commun bien défini. C'est un pilier de sa philosophie, ça? Un pilier central. La première prémisse, c'est que grâce au mastermind, chaque membre peut puiser dans l'expérience, les connaissances, l'influence, même les capacités mentales des autres, comme si tous les cerveaux fusionnaient en un seul. Une sorte de super cerveau. C'est un peu ça. Il voyait ça comme une multiplication des forces, pas juste une addition. Ça crée un 3e esprit, supérieur à la somme des parties. C'est une façon d'amplifier radicalement ses propres moyens. Il prend souvent l'exemple d'Andrew Carnegie. Oui, Carnegie disait que son succès venait en grande partie de son groupe Mastermind. Et son rôle principal, à lui, Carnegie, c'était de maintenir cette harmonie parfaite dans le groupe. Il considérait d'ailleurs que faire travailler des gens ensemble en harmonie, c'était un des plus grands succès possibles. Pas facile, l'harmonie parfaite. Non, c'est un défi. La 2e prémisse du mastermind, c'est que cette alliance a plusieurs effets bénéfiques. Ça stimule intellectuellement, ça renforce la foi dont on parlait, et ça agit comme une recharge de batterie mentale et émotionnelle. D'accord. Mind à grande échelle. Pour redonner confiance au pays, chasser la peur. Intéressant. Et concrètement, pour former un mastermind qui marche, il donne des conseils? Oui, des directives assez claires. D'abord, un but commun très précis. Ensuite, choisir les membres avec soin. Loyaux, fiables, positifs, compétents. Il faut aussi que chacun sache ce qu'il a à gagner. Et enfin, la clé, des contacts réguliers, fréquents, des réunions planifiées, pour éviter que la négligence tue la relation. L'harmonie, ça s'entretient. Logique. Un autre principe qu'il répète souvent, en faire toujours un peu plus. Le fameux going the extra mile, c'est-à-dire donner plus de valeur que ce pour quoi on est payé. C'est ça qui nous sortirait de la médiocrité, selon lui. Ça paraît un peu contre-intuitif, non? Donner plus sans être sûr d'avoir un retour? C'est un pari sur le long terme, basé sur ce qu'il appelle la loi de la compensation, ou des rendements croissants. Il prend l'image du grain de blé. On en sème un, on en récolte des centaines. Il est convaincu que rendre service généreusement, et surtout avec la bonne attitude mentale, positive, agréable, ça finit toujours par payer, même si le retour ne vient pas directement de la personne à qui on a rendu service. C'est comme un rééquilibrage naturel. Et quels seraient les avantages de prendre cette habitude? Plusieurs choses. Ça développe l'initiative. On cherche quoi faire d'utile sans attendre qu'on nous le demande. Ça peut rendre le travail plus satisfaisant aussi, parce qu'on choisit d'en faire plus. Et bien sûr, ça renforce l'attitude mentale positive. Il disait que quand on le critiquait, il laissait ses actions parler.
Il insiste sur l'intention, par contre. Ah oui, c'est crucial. Rendre service d'une main et essayer de profiter de l'autre, ça annule tout. La générosité doit être sincère. Et l'attitude, c'est pareil. Faire cet effort supplémentaire en râlant, en se sentant exploité, Ça marche pas. non, c'est contre-productif. Ça génère du négatif. L'état d'esprit est aussi important que l'action elle-même. Ce qui nous amène tout droit au dernier grand pilier qui en fait sous-tend tout le reste. L'attitude mentale positive, l'AMP. Il pose une question toute simple. Combien de temps on passe chaque jour à penser négativement versus positivement? C'est la base de tout pour lui. Sans AMP, rien ne fonctionne vraiment. Ni la foi, ni les plans, même la santé en dépendrait. Sa méthode, c'est de choisir activement ses pensées. Comment ça choisir? Face à la pauvreté, visualiser l'abondance. Face à un échec, chercher le germe d'un bénéfice équivalent. L'opportunité cachée dans l'adversité. Il raconte que lui, enfant et sans le sou, il s'imaginait déjà riche et célèbre. C'est un entraînement constant. Il a même une technique avec des guides intérieurs, non? Ouais, c'est assez original. Créer un conseil imaginaire, la santé, la paix, l'espoir, la prospérité, l'amour, la sagesse. Et dialoguer mentalement avec eux pour rester positif. Pour transformer toute expérience, même mauvaise, en blé à moudre, comme il dit. C'est une forme de dialogue intérieur structuré, en fait. Tout à fait. Et un point très important de l'AMP, selon il, c'est la discipline de ne pas se laisser rabaisser par la négativité des autres, les critiques, les attaques. Ne pas rentrer dans leur jeu. Exactement. Chercher à se venger, c'est s'abaisser à leur niveau. C'est autodestructeur. La vraie force, c'est la maîtrise de soi. Maintenir sa propre positivité. Et choisir de répondre au mal par le bien, ou au moins par une action constructive qui nous élève. Bon, si on essaie de résumer cette exploration assez dense, les piliers de Hill, ce serait quoi? Un but précis, écrit, avec un plan. Oui, Cultiver une foi active, une quasi-certitude et agir. indispensable. Utiliser consciemment le subconscient. Un allié puissant. S'allier harmonieusement avec d'autres. Le mastermind. La force du nombre et de l'harmonie. Toujours en faire un peu plus, donner plus de valeur. La loi du retour. Et le tout enveloppé dans une attitude mentale positive constante. L'AMP. C'est ça. C'est un système complet, vraiment très articulé, centré sur le pouvoir de l'esprit. Et pour aller plus loin, peut-être, une question pour nos auditeurs. Oui. Au-delà d'adhérer ou non à chaque détail, parfois un peu ésotérique, de sa théorie, quel est l'impact psychologique profond de croire, comme il le suggère avec tant de force, que notre état d'esprit, nos pensées dirigées, peuvent vraiment façonner notre réalité extérieure? Voilà une excellente question pour continuer la réflexion. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante autour de Napoléon Hill. Merci à vous. Et merci à vous qui nous écoutez. À très bientôt pour de nouvelles explorations été1.